toutes, bonjour à tous. Merci à l'équipe de Lyon et de Paris d'avoir organisé cette journée. C'est assez stimulant de voir un peu ce qui se passe dans les autres centres en France, hein, et donc ça nourrit aussi notre pratique au quotidien. Donc ma présentation s'intitule Troubles du développement intellectuel et comportement défi, un dispositif innovant. Alors c'est noté un dispositif innovant, mais bien sûr on est assez modeste, hein, on n'a pas du tout l'impression d'avoir révolutionné la prise en charge des enfants dans ce service. Mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a des choses qui peuvent bouger, on peut se poser des questions. Oui. Il y a des choses qui peuvent bouger, on se pose des questions et puis on essaie avec les moyens qu'on a de proposer des choses plus adaptées aux besoins de ces personnes. Donc moi, je suis pédopsychiatre, praticien hospitalier depuis quelques années. J'ai commencé à travailler dans un service d'hospitalisation en pédopsie assez classique, de situation à temps plein, et sur une équipe mobile aussi d'intervention autisme qui accompagnait des patients de plus de 16 ans avec des gros troubles du comportement. Donc d'emblée, j'ai travaillé à la fois avec, en tant que pédopsychiatre, à la fois avec des enfants et à la fois avec des adultes. Mais c'était aussi assez intéressant. De cette expérience-là, après, je suis amené j'ai travaillé dans d'autres services et voilà, je constatais déjà des difficultés de prise en charge dans les services d'hospitalisation en pédopsychiatrie avec des jeunes des fois qui restaient longtemps dans le service parce qu'ils avaient du mal à ressortir et à se sentir bien dans leur famille et dans les structures de prise en charge autres qu'à l'hôpital. Des patients qui étaient pris en charge dans la même unité mais qui avaient des besoins très différents et on n'avait pas toujours les moyens de les accompagner dans de bonnes conditions. Notamment des patients qui avaient besoin, certains d'avoir un adulte présent tout le temps avec eux, donc ça c'était compliqué dans ces services-là. Et sur l'équipe mobile, on intervenait dans les familles, chez les familles, dans les établissements du médico-social du département, donc les foyers de vie, les foyers d'accueil médicalisés, les masses et aussi tous les services de psychiatrie adulte de l'hôpital de Rennes. Et là, c'est pareil, donc on essaie de mettre en place des choses dans les familles, dans les établissements, mais des fois, en ambulatoire, aller dire comment il faut faire aux équipes du médico-social ou du sanitaire chez nos confrères, c'était pas forcément simple. Et on n'était pas forcément hyper crédible parce que c'était un peu facile, je trouvais, de dire voilà, on a fait des évaluations, il faut mettre en place ça. Alors que nous, finalement, on n'accompagnait pas le patient au quotidien. Et on n'avait pas non plus d'unité avec laquelle travailler pour pouvoir dire voilà, ce patient est en difficulté, l'établissement aussi, on vous l'adresse pendant plusieurs semaines ou plusieurs jours, et puis en sachant qu'il sera bien pris en charge. On n'avait pas une unité adaptée. Donc voilà, ça c'était des constats dans mes premiers postes. Donc les troubles du développement intellectuel, donc on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Il y a trois choses, hein, les limitations significatives du fonctionnement intellectuel, donc dans différents domaines. Il y a des limitations significatives aussi au niveau des fonctions adaptatives. Et ça commence dans l'enfance et ça commence pas à l'âge adulte. Bien entendu, chaque personne a des difficultés variées et c'est des choses qu'il faut réévaluer avec le temps. Surtout au cours du développement de l'enfant, mais aussi à l'âge adulte. J'ai repris cette image juste pour dire, mais ça on en a parlé tout au long de la journée, hein, donc là on parle un peu plus des troubles du développement intellectuel là, mais il y a plein d'autres choses à rechercher, que ce soit au niveau somatique, au niveau des déficits moteurs, sensoriels. Le trouble du développement intellectuel donc, fait partie des troubles du neurodéveloppement. Donc il est souvent associé à d'autres troubles du neurodéveloppement, hein, donc, comme on a dit, le TSA, le TDAH, les troubles spécifiques du langage, voilà, plein d'autres choses. Il y a tous les troubles psychiatriques. Et puis dans le trouble du développement intellectuel, il faut préciser un peu les atteintes qui sont chez les personnes. Je fais encore un petit détour sur l'organisation des soins en pédopsychiatrie à Rennes. Parce que, comme on l'a dit aussi juste avant, c'est vrai que c'est assez hétérogène les moyens qu'on a pour prendre en charge nos patients sur le territoire français. Il y a des services il y a des secteurs où il y a plus de lits que d'autres, des services où il y a plus de services spécialisés, donc on compose avec cette réalité-là aussi. Donc à Rennes, on a une organisation assez classique qu'on trouve en psychiatrie avec des centres de consultation, des hôpitaux de jour sectorisés. On a aussi des équipes spécialisées dans le trouble du spectre de l'autisme, donc une unité d'évaluation diagnostique adulte, enfant, un CSAD TSA, des hôpitaux de jour aussi spécialisés TSA, les MIA 35 dont je parlais tout à l'heure aussi, cette équipe qui se déplace dans le département pour des patients TSA de plus de 16 ans.
Et finalement, on est assez doté en lits à Rennes, puisqu'on a un service de 13 lits pour les 16-18 ans. Et chez les moins de 16 ans, on a la particularité d'avoir une UHCD de 4 lits et un service de 8 lits voilà, d'hospitalisation à temps plein de pédopsychiatrie générale. Et en plus de ça, on a 2 hôpitaux de semaine pour les moins de 16 ans avec des projets bien distincts. Un projet plus pour des collégiens qui sont scolarisés, mais pour lesquels être scolarisé à temps plein, c'est compliqué en raison de troubles psychiques. Et l'autre service dont je vais vous parler maintenant, c'est un service plus pour des patients qui sont pris en charge en IME. Donc ça, c'est notre bâtiment où sont regroupés tous les services d'hospitalisation. Donc c'est un bâtiment qui est assez récent. Donc c'est plutôt agréable quand, d'y travailler et aussi quand les familles viennent aussi découvrir un petit peu les lieux. C'est quelque chose qui a plutôt tendance à les rassurer de comment sont aménagés les locaux. Donc les pièces de vie et les pièces d'activité sont au rez-de-chaussée et puis les chambres sont à l'étage. Donc les différents services sont organisés de la même façon, que ce soit les services pour les 16-18, les moins de 16 ans. Chaque service a un peu la même organisation architecturale. Et on bénéficie aussi sur le site des autres locaux où voilà, il y a une salle, plus une salle de sport, une salle Snozelen. Enfin, il y a plein d'autres dispositifs dont on peut bénéficier, dont peuvent bénéficier les patients pris en charge. Donc l'unité Astrolab, c'était quoi un peu le projet initial? Donc c'était un hôpital de semaine ouvert du lundi au vendredi pour les patients entre 10 et 16 ans. Dans le projet, c'était noté différents troubles, donc TSA, psychose précoce, troubles du comportement, troubles cognitifs et intellectuels, c'était ça qui était mentionné. Et c'était une unité où il y avait, par rapport à des groupes d'IME, ça peut paraître pas si important. C'est vrai que c'était des patients qui avaient des troubles sévères. Donc il y avait 11 patients pris en charge en même temps sur le service. Un lit de court séjour, mais qui n'était pas utilisé tant que ça. Et des places d'hôpital de jour. Donc c'est un service qui avait du mal à fonctionner. Il y avait beaucoup d'agressivité de la part des enfants envers les professionnels, entre les enfants. Donc il y avait beaucoup d'arrêts de travail et c'était difficile de recruter. Donc personne s'y retrouvait. À la fois, les enfants étaient pas bien accompagnés, les prises en charge proposées n'étaient pas adaptées à leurs besoins, et à la fois, faire tourner un service comme ça, c'était assez difficile. Donc on s'est retrouvé à un moment donné à devoir réfléchir à comment faire pour répondre aux besoins de cette population-là, de ces patients, et comment faire pour créer quelque chose qui permette aussi aux professionnels de travailler dans de bonnes conditions. Donc c'est là qu'on est parti sur ce nouveau projet. Alors du coup, l'idée, c'était de repérer les difficultés sur le lieu de vie des jeunes patients. Il y avait tout un processus d'admission où il fallait qu'un confrère pédopsychiatre nous adresse le patient, qu'on en discute en commission à plusieurs médecins. Et entre le moment où on avait la demande et le moment où on pouvait réellement recevoir le patient avec ses parents, il se passait plusieurs mois, 4-5 mois. Donc c'est vrai qu'on n'était pas du tout réactif. Donc on voulait pouvoir intervenir plus tôt dans la prise en charge avant que ça se dégrade vraiment durablement. Et voilà, on a essayé de diversifier l'offre de soins proposée. Il y a des patients qui étaient accueillis du lundi au vendredi toute l'année, voire pendant plusieurs années. Donc l'idée, c'était que les patients, s'ils ont vraiment besoin, pourquoi pas qu'ils fassent un passage dans cette unité. Mais l'idée, c'était pas de les rendre un peu dépendants à ce service. Donc voilà, c'était comment répondre aux besoins de ces jeunes patients, réduire les délais de prise en charge. Et par rapport à ce dont je parlais sur l'organisation des soins dans les unités d'hospitalisation, on voulait aussi un peu fluidifier le parcours. On voulait que ces profils de patients en IME, ils aillent moins aux urgences générales de la pédiatrie. Parce qu'une fois qu'ils sont aux urgences, c'est pas simple aussi pour nos confrères des urgences d'accueillir cette population. On voulait aussi qu'ils aillent plus trop dans les unités d'hospitalisation de pédopsychiatrie générale. On voulait vraiment flécher ces patients sur notre service pour qu'ils soient mieux accompagnés. Voilà, donc évidemment, dans les objectifs, il y avait éviter les ruptures de parcours. C'est pareil, l'IME qui a un patient compliqué à accompagner, qui dit voilà, on l'envoie aux urgences, on veut plus l'accueillir. Ça, c'est des choses qu'on
on voulait éviter. Donc il y avait tout un travail à faire avec les partenaires du département. Donc on a commencé à réfléchir à tout ça, là c'était juste pour que vous ayez une idée du temps que ça prend quand même. Donc on a commencé à réfléchir à tout ça en 2020, on a présenté donc il y a eu un groupe des groupes de travail, pas mal de réunions pendant quelques mois. On a fini par présenter le projet en 2021, ça a été accepté. Il se trouve que ce projet, il était aussi tombé assez bien parce qu'on avait l'idée de prise en charge intensive, à pouvoir accompagner un patient, et puis quand ça commence à être compliqué, de pouvoir faire un certain nombre de rendez-vous de prise en charge dans une semaine de façon assez rapprochée. Il se trouve que ça arrivait à un moment donné où on a eu l'entrée dans la psychiatrie publique de la réforme du financement de la psychiatrie avec une part à l'activité. Et donc notre projet est rentré un peu aussi même si c'était pas forcément comme ça qu'il avait été pensé, mais il se trouve que voilà, ça pouvait aussi rentrer dans ce cadre-là. Il a fallu recruter des nouveaux métiers, aménager les locaux avec la suppression de la chambre de soins intensifs qui posait pas mal de soucis pour les patients, les familles, les professionnels. C'est pareil aussi au niveau de la réglementation. Il a fallu se mettre à jour en psychiatrie pour enfermer un patient dans une chambre à clé, voire le contentionner. Il y a toute législation pour le faire. Il faut pouvoir hospitaliser sous contrainte, et c'est quelque chose qui est valable aussi pour les mineurs. Donc à la fois, ça ne correspondait pas à la façon dont on voulait travailler avec ces enfants-là, et puis à la fois, c'était impossible au niveau réglementaire de pouvoir aussi faire ce genre de choses. Donc nous, on s'est dit, on va carrément supprimer cette possibilité de soins, de prise en charge, et on va faire autrement. On a aussi fait un projet d'aménagement d'un patio avec la fondation Truffaut pour prendre en charge les particularités sensorielles de ces patients. Et puis il a fallu former l'équipe soignante. Donc on a réussi à mettre en place des formations communes à l'ensemble de l'équipe soignante. Donc on fermait l'unité pour faire des formations avec toute l'équipe. Donc ça, c'était très bien. On a fait plusieurs formations ces dernières années pour que les professionnels puissent monter en compétences. Et voilà, au bout de 3-4 ans, on a pu accompagner des jeunes pendant toute cette période-là, mais on a pu faire des vraies portes ouvertes là très récemment. Donc il a fallu communiquer évidemment avec les partenaires de soins et du médico-social, créer des partenariats avec la cité. Donc les enfants, on les accueille dans notre service, mais on ne fait pas que les accueillir, on va aussi avec eux en piscine municipale, dans un centre nautique. On avait une intervenante du conservatoire aussi de musique qui venait dans le service l'année dernière, par exemple. On a une équithérapeute qui vient aussi avec des poneys là, une fois tous les 15 jours dans le service actuellement. Et puis on a pu, pour faire lien aussi peut-être avec l'intervention d'après, on a pu faire participer un jeune avec un trouble du développement intellectuel et un TSA à une course à pied à Rennes de 5 km aussi très récemment. Donc on a participé avec lui à cette course. Donc sur l'évolution des métiers, donc voilà, juste pour ceux que ça intéresse, donc c'est un service hospitalier, donc il y a beaucoup d'infirmiers. Initialement, il y avait un psychomotricien, on a remplacé ce poste-là par un poste d'ergothérapeute. Il y avait un très petit temps d'assistante sociale, donc on a aussi créé un mi-temps d'assistante sociale parce qu'on considérait que c'était important par rapport aux problématiques de ces patients. On avait un temps de psychologue clinicien et on a pris la décision de conserver un poste de psychologue évidemment, mais de plutôt trouver un psychologue avec une orientation en neuropsychologie pour tout ce qui est réalisation de bilan et puis analyse fonctionnelle des troubles du comportement. Donc un temps médical et de cadre de santé. Et puis on bénéficie aussi d'un petit temps d'éducateur en activité physique adaptée. Ouais. Donc du coup, j'accélère. Donc les neuropsychologues, vous savez un petit peu tout ça, à quoi ça sert. Donc ça nous paraissait indispensable. Et donc c'est quelqu'un qui est là 4 jours par semaine. Donc c'est un gros poste pour le service. L'ergothérapeute, donc ça aussi c'était une création ça a remplacé le temps du psychomotricien, mais ça nous paraissait essentiel de prendre en compte les particularités sensorielles de ce type de patient. Donc ça c'est aussi très bien pour les patients.
L'assistance sociale est là aussi pour beaucoup accompagner les familles et l'entourage, les partenaires, les professionnels, et puis tout ce qui est aussi MDPH évidemment. Donc là, c'est juste un petit schéma du patio qu'on a pu aménager. Donc c'est en cours, hein. Donc l'idée, c'est de créer un espace potager, puis un parcours sensoriel plutôt au niveau du sol, hein, pour que ces patients puissent, on puisse répondre à leurs besoins de stimulation sensorielle de ce côté-là. C'est pas terminé, mais on pense que ça va vraiment être un plus. Donc concrètement, on avait 11 lits et donc on a obtenu de notre direction hospitalière qu'ils acceptent de passer de 11 lits à 4 lits pour pouvoir développer une offre ambulatoire en parallèle. Donc actuellement, on accompagne maximum 4 patients par jour. Donc ça veut dire qu'on a en horaire de journée au moins 4 soignants pour accompagner ces 4 patients. Donc dans cette organisation, on a 2 places pour des séjours à la semaine du lundi au vendredi, des séjours assez courts, d'1 à 3-4 semaines, et 2 places de séquentiel. Donc il y a des jeunes qu'on accompagne pendant plusieurs mois, une nuit par semaine. Donc ils arrivent par exemple le mardi matin, ils passent la journée à faire des activités qu'on a prévues pour eux, et puis ils repartent le mercredi matin. Des accompagnements comme ça. Et puis on a toute une partie aussi mission d'appui, visite à domicile, où on se déplace dans les familles et dans les établissements médico-sociaux. Donc concrètement, on a une demande de prise en charge, on fait un rendez-vous, on reçoit le patient et sa famille, on leur fait visiter le service, et là donc on a les 3 possibilités de soins, soit de faire de la mission d'appui, soit de les hospitaliser à la semaine, soit de faire une hospitalisation séquentielle. Et donc, on va pouvoir mettre en place plein de choses, développer la communication de ces patients, structurer leur journée, faire des bilans divers et variés, adapter aussi la thérapeutique médicamenteuse dans l'objectif de réduire les troubles du comportement. Et on se met d'accord avec les familles sur qu'est-ce qu'ils sont capables d'accepter. Il y a tout un travail autour de la séparation, parce que souvent, quand on hospitalise ces jeunes-là, c'est un peu la première fois où les patients peuvent dormir en dehors de leur domicile familial. Donc, du coup, c'est des choses qu'on accompagne. Donc, nous, on aime bien faire les choses progressivement, c'est-à-dire qu'ils viennent passer quelques heures, plusieurs fois dans le service en journée. Après, une fois qu'ils ont un peu repéré les lieux, les professionnels, du coup, on propose une nuit par semaine. Et puis, du coup, une fois aussi, pareil, qu'ils sont habitués à ça, que la famille aussi, on peut proposer des séjours de répit à la semaine. Donc, concrètement, il y a des prises en charge. J'ai encore un peu de temps. Si tu peux conclure, ce serait... Je suis à 17 minutes. Pour qu'on ait 2 questions. Donc on fait des prises en charge individuelles, collectives. Donc on utilise des salles communes à d'autres services. Voilà, tout un travail autour de l'autonomie de chaque patient, un travail d'habituation aux soins. On a pu faire un séjour thérapeutique aussi avec quelques patients cette année. Donc je vais un peu plus vite parce que j'avais un petit cas à présenter quand même d'un patient de 10 ans qui avait une délétion sur le bras long du chromosome 15. Donc c'est un jeune c'est un peu notre cas type, parce que c'est un des premiers qu'on a accueilli avec ce nouveau mode de fonctionnement. Donc on l'a accueilli à l'âge de 10 ans, avec ses parents et sa sœur. Il est en institut médico-éducatif et en hôpital de jour. Il avait des troubles du comportement quotidien, alors qui n'étaient pas majeurs en termes d'intensité, mais qui étaient très invalidants en termes de fréquence, puisque voilà, si on quantifiait, c'était des troubles du comportement qui étaient présents peut-être 200 ou 300 fois par jour. Donc c'était assez épuisant pour la famille et les professionnels. Il avait peu de centres d'intérêt, peu de progrès, donc c'était épuisant pour tout le monde. Et c'est un patient qui a été diagnostiqué relativement tôt, à 4 ans quand même, c'était assez tôt. Donc concrètement, c'est un enfant qui ne parlait pas, qui n'utilisait pas d'image, pas de signes pour communiquer, qui était toujours en mouvement, qui avait des particularités sensorielles aussi assez importantes, et ses capacités d'attention très limitées, ce qui faisait que c'était compliqué pour les professionnels de pouvoir proposer des choses pour ce patient. Bon, du coup, je passe là-dessus, mais du coup, ce qu'on a pu faire avec lui, on a pris en charge les choses de façon globale. On a évalué au niveau somatique pour voir s'il y avait des choses de ce qui pouvait expliquer d'éventuelles douleurs. Au niveau médicamenteux, on a essayé plusieurs traitements, mais voilà, c'est plutôt des traitements à visée anxiolytique qui l'ont plutôt aidé, finalement. On a fait différentes évaluations, mis en place des outils, et on s'est adapté aux particularités sensorielles de ce patient. Donc, il a fait un premier séjour en 2021, 3 séjours en 2022. On a démarré une prise en charge une nuit par semaine de 2022 jusqu'à l'été 2024,
En parallèle, on faisait régulièrement des séjours à la semaine pour que la famille puisse souffler. Donc la famille a pu partir en vacances sans leur enfant, avec leur autre fille. Et ça leur a fait aussi beaucoup de bien. Ces séjours réguliers de répit, ça leur a fait beaucoup de bien à tous. Donc on a pu maintenir les prises en charge en IME. L'IME n'a pas arrêté son accompagnement pendant toute la prise en charge. L'IME a pu même augmenter le temps au fur et à mesure qu'on l'a accompagné. Ça a permis du répit à la famille. On a pu, dans un premier temps, il a fallu augmenter un peu le traitement médicamenteux pour que le seuil d'anxiété soit quand même plus bas et qu'on puisse faire des choses avec ce jeune. Et puis, on a pu, dans un second temps, une fois qu'il a développé ses compétences, réduire les traitements, avoir moins d'effets secondaires, sans que les troubles réapparaissent. Donc maintenant, c'est un dispositif qui est bien identifié. C'est une réelle plus-value pour les patients et les familles. Mais évidemment, c'est pas toujours simple d'accueillir ces jeunes sur l'unité parce qu'on accueille des jeunes et en même temps, on se déplace à l'extérieur pour accompagner d'autres jeunes. Donc cet équilibre entre accueillir dans les murs et puis faire des choses sur l'extérieur, c'est pas toujours simple au niveau organisationnel de l'équipe. Il n'y a pas de dispositif comme ça pour des patients de plus de 16 ans. Donc ça, c'est en tout cas sur notre territoire, donc ça peut être un problème aussi. Et puis le problème numéro 1, c'est que quand même, il manque énormément de place en IME dans notre département et de place aussi en accueil temporaire. Et que là, il y a vraiment, au-delà de ce qu'on peut faire au niveau de la recherche, des traitements et de notre dispositif, si les patients ils attendent leur place en IME, qui sont beaucoup dans les familles s'épuisent, les troubles du comportement se chronicisent. Et une fois qu'on intervient, il y a déjà des choses qui sont installées depuis très longtemps. Et donc, c'est beaucoup plus difficile à accompagner. Donc, je vous remercie de votre attention. Et du coup, là, c'est juste une photo d'un jeune qu'on a accompagné il y a quelques semaines. Et ça va faire le lien avec la présentation d'après. Merci.